bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes en direct sur Facebook et sur Instagram pour ce dernier atelier sur le thème le rôle de l'éditeur. Alors, on approche de la fin de ces ateliers des 10 ans et c'est vrai qu'on ne pouvait pas finir sans parler de ce métier qui vous intrigue, qui vous passionne, qui vous fait rêver, éditeur. Comment est-ce qu'ils trouvent leurs nouveaux auteurs? Comment les séduire? Surtout, que font-ils au quotidien pour défendre leurs livres et leurs auteurs? Est-ce qu'ils passent vraiment leur journée à lire? Eh bien, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et d'ailleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions en commentaire. On gardera du temps à la fin pour que je puisse les poser à mon invitée, qui est une formidable éditrice, Virginie Fuertes, directrice de collection aux éditions de l'Archipel. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Merci de cette invitation et du formidable éditrice. Toujours un peu du rêve peut-être, mais... Alors si, on le sait, je le sais de sources sûres, puisque, alors je vous fais une petite rétrospective, donc Virginie a fait des études de lettres modernes à la Sorbonne, et tu as débuté dans différentes maisons d'édition, éditions privées, longtemps chez Michel Lafon et chez Larousse, comme éditrice de non-fiction, avant de rejoindre les éditions de l'Archipel en 2020 pour créer une collection de romans qui s'appelle Instant Suspendu. Exactement, entre autres. Entre autres, on parlera de tes projets bien sûr. Et puis on se connaît bien puisque au moment où tu cherchais des textes pour cette nouvelle maison, eh bien, on t'a présenté plusieurs auteurs et donc aujourd'hui on a Magali Discours, Julien M, Vincent Delarue, Naël Charles ou Marie Joudinot qui ont été publiés chez Instant Suspendu et l'Archipel. Aujourd'hui, nouveau projet, un label qui s'appelle New Rules dont tu nous parleras. Donc beaucoup de choses, beaucoup de projets. Vous avez une éditrice multi-fonction qui peut vous parler de tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions au cas où on n'aborderait pas tous les sujets, même si cet entretien va être très complet. Alors, c'est parti, je sens déjà que tu mets un peu la barre haute, mais allons-y. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire pour toi, c'est quoi un éditeur ou une éditrice? Alors, un éditeur et une éditrice. Je pense qu'avant tout, c'est un lecteur passionné. Voilà, je crois que j'apprends pas grand-chose aux personnes. Il faut quand même aimer les livres et pas simplement que la littérature. Je crois qu'il faut être assez ouvert et curieux. C'est vraiment ça, la curiosité qui est important dans nos métiers. Et aimer, pourquoi? Parce que c'est un métier passion. Donc, on a, je crois, énormément de chance de participer à cette belle entreprise qui est l'édition et voilà, on va en parler, je ne fais pas cueillir toute la journée, mais quand même beaucoup. Donc si à un moment donné on n'a pas cette envie tout le temps de se plonger dans un ouvrage, je pense que c'est difficilement tenable parce que qui dit passion dit un extrême engagement aussi. Éditeur ou éditrice, alors souvent j'ai des gens à l'extérieur qui vont être sur d'autres métiers. Souvent ma graphiste qui me dit oh là là mon Dieu, mais je ne ferai pas ce métier parce qu'il faut toujours. Elle me dit il faut toujours un peu choyer, coucouner les auteurs et ils ont beaucoup de demandes, et ce qui est normal parce que un ouvrage, quel qu'il soit, quand on est auteur, à mon sens, on y met une grosse partie de soi, on le porte. Souvent le mot qui revient c'est voilà, j'ai mon bébé qui est enfin entre les mains, donc il y a ce rapport très fusionnel et puis très intimiste, et je crois qu'il faut vraiment l'encadrer, et ça a besoin de ça. Il y a beaucoup de doutes, que ce soit sur les moments d'écriture, que ce soit sur l'arrivée du livre, sur sa promotion, et que moi j'essaye en tout cas en tant qu'éditrice d'être toujours là pour eux, de répondre à toutes leurs questions, de ne pas laisser de zone d'ombre, parce que c'est là aussi où viennent les peurs et les doutes. Et c'est un métier d'accompagnement humain. Oui, c'est un métier beaucoup plus humain que ce qu'on imagine. Quand on imagine l'éditeur qui est finalement que sur face à face avec un texte, en fait, tu es face à face avec des humains, principalement. Exactement. Alors, après, moi, je ne vais pas donner une définition générale, et je pense que toi aussi, tu vas pouvoir me dire que c'est totalement différent. C'est-à-dire que, non, mais encore une fois, comment on incarne son rôle ou qu'on ne l'incarne pas, les auteurs travaillent de manière différente, les éditeurs aussi, je pense. Voilà. Donc, je peux parler en mon nom, seulement moi, comment je vois ma façon. Exactement. Mais je pense que tu vois bien qu'on ne travaille pas de la même manière. Moi, je trouve que passion et accompagnement, c'est vraiment deux mots clés, à mon sens, dans ce métier-là. Ça me parle beaucoup.
Tant mieux. Et qu'est-ce qui t'a amené jusque là où tu es aujourd'hui? Donc l'archipel, tu travailles sur du roman, de la fiction. Avant, tu faisais de la non-fiction. Comment est-ce que tu es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin? Eh bien, j'étais chez Larousse. Voilà, c'était ma dernière expérience en non-fiction. Et tu vois, le symbole de Larousse, c'est un petit pissenlit. Ouais. Alors, je fais le pissenlit. J'étais un petit crâne comme ça où je me suis laissée porter par le vent. Je crois que j'avais besoin de faire une petite pause aussi sur la non-fiction, qui est un segment qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut être très agile, très sur l'actualité. On fait aussi des ouvrages beaucoup plus rapidement. Tu travaillais sur quoi spécifiquement? C'était assez large, le spectre de la non-fiction. Elle peut être aussi bien sûr, ça peut être aussi du témoignage que des documents de journalistes ou des enquêtes. C'est tout ce qui finalement n'est pas un roman. Ouais. Voilà, ça peut être aussi un peu, on va dire, de développement personnel, quoique ça j'en ai pas trop fait, c'était moins dans mon domaine d'action, on va dire. Mais voilà, c'était très prenant. Et puis aussi des fois, chose que j'ai retrouvée, enfin que j'ai trouvée en tout cas dans la fiction, c'est un accompagnement d'auteur sur la durée. Chose qu'en non-fiction, on a. Ah oui, c'est plus des one-shots, des coups en fonction de l'actualité, du exactement. témoignage. Donc on peut accompagner peut-être un journaliste qui va être spécialiste d'une question de société ou d'un domaine, mais ça ne va pas être une récurrence avec cette envie d'écriture et de raconter des histoires. Et en fait, de cette petite pause, des fois je pense que c'est important aussi, ça permet de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait son métier, comment on a envie de le réinvestir justement, et vers quelle voie on veut passer. Et j'ai un ami qui m'a envoyé cette annonce de l'archipel qui cherchait un éditeur, une éditrice pour créer une collection de romans. Donc c'était très vague et très flou, mais je me suis dit, quelle aventure en fait, développer son propre univers, d'avoir une carte blanche devant soi, ça n'arrive pas tous les jours, je pense, dans l'édition. Tout est assez déjà sur des rails, hein. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, des maisons historiques ont leur ADN qui continue sur ces lignes éditoriales-là. Et là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de mettre ma créativité au service de tout ça. Et en plus de la fiction, que je n'avais pas vraiment fait, j'avais fait quelques romans, mais c'était vraiment anecdotique sur toute la production que j'avais à côté en fiction. Et voilà, et j'y suis allée, et ils m'ont pris, figure-toi. C'est fou. Et alors, quand tu as lancé Instant Suspendu, qu'est-ce que tu avais en tête pour toi? C'est quoi cette maison finalement? Qu'est-ce que c'est sa ligne? De quoi tu avais envie? Alors, il y avait quand même une petite ligne. Alors, un mini-brief. Le mini-brief était de faire des romans contemporains. La dimension, et c'est un mot que j'aime pas du tout à coller au mot, c'était des grands romans féminins. Je pense que la littérature est à décloisonner du genre. Voilà. C'est pas genré, un livre, chacun peut y trouver ce qu'il veut, quel que soit son sexe. Voilà. Je trouve que c'est dommage d'accoler cette notion. Et voilà, c'est un petit focus, mais c'est un peu trop fait à mon goût, de manière générale, au niveau des critiques, au niveau même de la classification des livres et du retour même de certains professionnels. Je suis assez étonnée à chaque fois. J'aime bien dire, je ne pense pas que ça soit qu'effectivement un lectorat soit plus féminin, mais il est plus féminin sous énormément de segments en fait. Voilà, les femmes lisent plus, on ne dit pas plus de romans en général. Et plus de romans en général, quel que soit le sous-segment qu'on va choisir. Et en fait, sur la dimension roman contemporain, un mot marketing a été énoncé qui était feel good. Bon, alors, moi, quand je suis arrivée et qu'on m'a sorti ce mot, je me suis dit, tiens, effectivement, c'est quoi feel good? C'était ma première question. Je savais situer quelques auteurs phares, bien entendu, qui étaient en plus des top vendeurs, donc c'est assez simple de les situer. Mais je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qui faisait la différence d'une autrice à une autre ou d'un auteur. Donc je me suis déjà mis un petit corpus de texte. Donc j'ai pas mal lu avant de débuter cette initiative. Ça m'a semblé être intéressant de savoir ce qui existait sur le marché. Je crois que d'ailleurs il faut commencer par ça, une étude de marché pour savoir aussi qu'est-ce qu'aiment les lecteurs et pourquoi ils l'aiment et essayer de trouver ses dimensions. Et voilà, donc je me suis fait ma petite analyse à moi et comment moi j'avais envie aussi de le retranscrire. Et il a fallu trouver toutes les choses qui font
pas que le texte, hein, tout ce qui est externe au texte, donc trouver un nom de collection, donc Instant suspendu. Pourquoi Instant suspendu? Parce que pour moi, à chaque fois que je fermais les livres que j'avais lus dans ce corpus d'études de marché, déjà je me sentais bien. Donc c'est vrai que le feel good, voilà, ça fonctionnait, ça faisait vraiment du bien. Et quand je le refermais, j'avais vraiment eu l'impression, enfin pas de perdre mon temps. J'avais passé un bon moment, donc en fait ça comptait. J'avais ressenti quelque chose et c'était ça, ces fameux petites bulles qu'on se crée. Souvent c'est là, c'est un cocon, c'est vraiment une pause qu'on s'accorde dans un quotidien qui est peut-être mouvementé un peu trop parfois, et donc instant suspendu et ça correspond de cet instant de lecture. Ok, super. Voilà, cet instant de lecture. On a essayé enfin non, on n'a pas essayé, on l'a fait, on a charté les couvertures pour que chaque auteur puisse avoir son univers, mais qu'en même temps tout le monde fasse partie de la collection. Exactement. Donc je ne sais pas qui on en voit, regarde, on en montre un. Donc voilà, les instants suspendus, qu'est-ce que c'est? C'est un livre avec de l'illustration, mais surtout cette bande d'auteur bien définissable. Et des couleurs, et des couleurs, et des couleurs, parce que on s'habille trop en noir. Puis on veut que le livre soit visible dans les prairies. Alors il y avait cette question de visibilité, mais je crois que la question de la visibilité, on peut l'incarner aussi d'une manière différente. Là, c'était vrai que c'était plus le côté acidulé, frais et déjà accueillant, parce que voilà, pour avoir un peu trituré cette notion de feel good qui est sur toutes les lèvres, des fois les mauvaises, et on s'allie un petit peu cette notion qui n'est pas définie, hein, on n'a pas de texte de chercheur qui va nous dire voilà, c'est un feel good, et on se rend compte que contrairement à d'autres styles comme le polar ou de la romance, où il y a des grilles vraiment d'évolution et on peut sortir un rythme, on peut sortir des personnages types. Le feel good est en fait beaucoup plus large que ça, ouais. Et il se passe vraiment plus sur l'émotion et sur le traitement en fait d'un sujet, voilà, de manière positive. Donc la couleur pour moi ça évoquait aussi ça, ce côté accueillant et bienveillant. Ok, super. Et alors donc tu construis ta collection, et alors là on arrive à la question que tout le monde se pose, évidemment. Non mais la question qu'on nous pose beaucoup et qui est centrale pour la métier d'éditeur, comment est-ce que tu trouves les auteurs ensuite, et donc un peu plus largement, comment est-ce qu'on se fait repérer et publier par une éditrice comme toi? Alors, moi j'ai encore une fois donné une C'est ton expérience, voilà, on parle de ton expérience. Moi, mon expérience, comme en fait en non-fiction, je travaillais de manière très proactive, c'est-à-dire que c'est moi qui allais chercher les sujets. Exactement. Les sujets, les auteurs pour accompagner ces sujets-là et pouvoir en parler de la manière la plus crédible possible. Là, il n'y avait pas d'histoire de crédibilité, mais bien de trouver des auteurs qui me plaisaient et qui pouvaient rentrer dans ce cadre un petit peu de l'instant suspendu qui était prédéfini. Je m'étais posé en challenge de ne pas faire de reproduction. Je ne veux pas de reproduction d'histoire, donc les thématiques sont différentes, ça devient dur. Mais on y arrive. Se renouveler. Exactement. Et surtout en termes de plumes, ce qui est l'écueil du genre, où tout le monde dit il n'y a pas de style et ça se ressemble. Non, vraiment, je crois que chaque auteur a sa manière d'écrire, sa manière de transcrire un événement, un sentiment, un état de fait, de nostalgie, et en fait, vraiment, je ne sais pas, on va parler peut-être des auteurs Libri Nova, je pense que, voilà, un livre de Marie Joudinot, de Magali, de Julien, n'ont rien à voir. Voilà, c'est des expériences de lecture complètement différentes. Et donc, pour répondre à la question, c'est souvent. Bah ouais, c'est souvent, j'avoue, je me perds. Mais j'ai commencé, en fait, l'idée c'était de prendre toutes les possibilités de découverte d'un manuscrit. Donc il y avait effectivement Libri Nova. C'est vrai, quand on a présenté plusieurs, dont Magali qui à l'époque avait remporté le prix des étoiles. C'est ça. 2019, je pense. Donc qui a été une des premières que tu as signées. Exactement, qui faisait partie des premières autrices de la collection quand elle s'est lancée en 2020. Bien sûr, service de manuscrits. Alors maintenant, je ne sais pas, dans d'autres maisons, je pense que c'est encore une fois peut-être différent, mais il est dématérialisé, c'est une boîte mail.
c'est un océan, voilà, où on ne peut pas ouvrir tous les mails qu'on reçoit. Donc tu vas piocher de temps en temps. Mais de temps en temps, je vais regarder. Voilà, Ok. j'essaye de voir la thématique, si elle peut correspondre, etc. J'ai une de mes autrices qui est sortie de service de manuscrit d'ailleurs. Et j'ai ouvert même à l'auto-édition de manière très large, puisqu'une de mes autrices avait publié sur Amazon et avait déjà remporté un franc succès. Et en fait, ce que j'avais bien aimé, parce que j'avais un temps quand même qui était limité la première année, c'est-à-dire que je suis rentrée en octobre et mon premier livre devait sortir en mai. Alors, focus timing. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître un peu long, mais pas du tout. Dans le temps de Dans l'édition, le temps de c'est l'édition, extrêmement court. c'est ça. Parce qu'on a quand même du travail à faire sur le texte, on a des présentations à faire très en amont. Pour donner un exemple, on va présenter la semaine prochaine les programmes d'août-septembre. Voilà, je crois que nous sommes en février. Moi, des fois, je me perds un petit peu dans la ligne chronologique du temps. Mais voilà, il faut présenter les livres et c'est important parce que nos commerciaux doivent avoir les infos très en amont. C'est les commerciaux qui vont aller voir les libraires. Exactement, qui vont faire ce travail de terrain et de prospection. Donc, on doit être prêt. Le mieux, c'est quand même d'avoir lu le texte, c'est quand même de pouvoir présenter un argumentaire, une idée de couverture, d'avoir vraiment un projet abouti. Donc, il faut être très en amont. On a tout un travail de texte, plus on a de temps, mieux c'est. C'est le luxe de garder un manuscrit entre l'auteur et son éditeur, parce qu'on peut faire justement tout ce travail dans le détail, même pas d'histoire, mais même du mot. Et surtout, tu as publié beaucoup de primo-romanciers. Exactement. J'imagine qu'il y a un travail quand même plus important avec des personnes dont c'est le premier roman. Et oui, parce qu'au-delà même du travail du texte, où des fois tout va bien, il y a quand même ce travail d'accompagnement dans ce milieu-là et d'expliquer chaque étape et de prendre le temps de chaque étape. Et c'est vrai que souvent les auteurs, par exemple, après le premier passage d'une première correctrice, disent j'ai besoin de 15 jours pour relire mon texte, pour voir les corrections, comment elles interagissent avec ce que j'ai voulu faire, bien comprendre. Donc il y a besoin, avec effectivement peut-être quelqu'un qui commence en primo-romancier, de laisser ce temps pour aussi en profiter. Ouais. Oui. Donc effectivement, juin pour faire tout ça. En plus, on s'était mis en challenge, bien sûr, faire des petites présentations sur le programme global, puisque c'était une nouvelle collection. Donc donner toute l'éventail des propositions de cette première année, d'expliquer pourquoi on le faisait. Donc c'est assez intense. Ouais, et je pense donc tu as repéré de plein de façons différentes, et puis je pense à un cas un peu particulier de chez nous, qui est Julien M, où il avait eu des gros succès en auto-édition chez Libri Nova, mais tu lui as proposé d'écrire un texte inédit pour Instant Suspendu. Et je trouve ça intéressant aussi comme façon d'aborder, de fonctionner. Effectivement, Julien, son premier, là on va sortir le troisième déjà à fin mars. On est ravis parce que on fait un bout de chemin avec nos auteurs et puis c'est sympa en fait, on se connaît, on sait comment les uns les autres on interagit, donc c'est toujours chouette. Et voilà, on est ravis du parcours de Julien qui est super. Et donc effectivement, quand j'avais repéré Julien, il y a aussi des moments où peut-être l'éditeur doit faire ce travail de projection. Donc moi, j'attends pas spécialement qu'un texte soit parfait. Souvent, je dis tu l'as vu, il y avait plein de fautes. Oui, pour les fautes d'orthographe, ça se corrige en fait, c'est pas très grave. Il peut y avoir des problèmes structurels, mais quand l'histoire est là, qu'on a des bons personnages, qu'on a des bons dialogues, qu'on a quelqu'un qui sait bien mener ça, je trouve ça bien de pouvoir l'accompagner parce que c'est un travail d'éditeur. Pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment notre rôle. Et pour Julien, il y a aussi ce phénomène où des fois, et ça m'était arrivé avec une autre autrice où j'avais son premier manuscrit et je lui avais dit je ne veux pas retoucher à ce manuscrit-là parce que je pense que ton histoire elle doit être comme ça. Je sens qu'elle est finie et que j'ai pas à moi intervenir en disant on va couper ce passage et que je ne me sentirais pas très à l'aise de te le dire parce que je suis pas sûre que ça soit ton envie. Et elle m'avait dit oui. Et Julien, sur les fois qu'il l'avait fait, je sentais que l'histoire elle était comme ça et que je voulais pas la triturer, je voulais pas lui faire du mal, je voulais pas l'abîmer et qu'elle devait exister comme ça. Par contre, je trouvais que Julien avait un vrai talent d'écriture sur l'émotion, tu sentais qu'il y avait quelque chose, il avait une vraie plume et j'avais envie de l'accompagner, mais peut-être plus en amont, là où on peut vraiment échanger et faire un vrai travail collaboratif.
Et alors, on parlera du travail que tu fais avec tes auteurs, mais avant, ça me fait me poser la question, qu'est-ce qui te fait vibrer dans un manuscrit? Qu'est-ce que toi, juste très personnellement, quand tu lis un texte, c'est quoi le truc qui marche, quoi? Est-ce que tu saurais le définir? Est-ce qu'on peut le définir? Parce que en plus, quand bien même je le définirais, ça veut dire qu'en gros, je le reproduirai partout. Et j'ai dit au début, parce que je suis quand même crédible, que je fais des choses différentes. Et tu as des choses très différentes. Je veux dire, si on parle de même Julien M ou Vincent Delaroche, rien à voir. On est sur des choses qui n'ont rien à voir. Exactement. En fait, ce que je fais de manière personnelle, effectivement, je pense qu'une lecture, c'est de toute façon un peu subjectif. Donc, quand je lis un premier texte, et je l'ai lu plusieurs fois, c'était une question souvent qui revient, tu l'as dit combien de fois? Je l'ai dit en moyenne 3 à 4 fois. C'est pour ça que des fois, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe à côté, parce que je n'ai pas le temps de lire les livres des autres. J'essaye, vraiment, je mets beaucoup d'énergie, mais des fois, il y a des moments compliqués. Donc, je fais une première lecture et je vois comment, en fait, comment j'interagis avec la lecture, comme tout lecteur, si j'ai des émotions, si j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop facile, auquel cas je me suis ennuyée finalement, ou est-ce que je m'étais attendue à la fin, est-ce que je suis surprise, voilà, donc ça c'est des indicateurs plutôt positifs, hein, ouais, un peu, voilà, jusqu'à la dernière page, tenue en haleine, on se dira, tiens, je ne m'attendais pas à ça, c'est génial d'avoir une autre fin que celle que j'imaginais, je trouve que c'est toujours une jolie sensation de lecture, et après je les referme, et je les laisse réfléchir un peu et faire son chemin. Et souvent, le petit tilt, c'est quand 2 jours après, j'y repense. Et quand 2 jours après, j'ai le personnage qui est encore avec moi et que je me dis, ah, alors des fois c'est pareil, c'est un métier où on est beaucoup avec nos personnages de papier, on est beaucoup avec nos auteurs. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent en nous et il y a des fois, je ne sais pas si on me l'a dit en vrai, si je l'ai lu. C'est vrai. Des grands moments de fatigue. Mais en tout cas, ce côté, ah tiens, et je sais que je l'ai lu et je me dis, ok, donc ça veut dire que ça a imprimé quelque chose en moi. Très bien. Et que c'est durable. C'est marrant parce que souvent chez les bénévoles, quand on lit des textes, il y a ce mot qui revient, qui est il me reste, il m'est resté. Et c'est vrai que je trouve que c'est un signe très fort. Même un livre, on s'en est pas forcément rendu compte, mais il reste et quelques jours après on y repense et ça c'est quand même c'est quelque chose. Ouais. En tout cas, ça veut dire que l'exercice d'auteur qui va transcrire une histoire a fonctionné véritablement. Enfin, l'exercice est réussi puisque c'est effectivement ce qui peut ressortir et je trouve agréable parce qu'on se dit souvent c'est difficile dans un marché très concurrentiel, pas spécialement en termes de rapport financier, mais très concurrentiel. Quand on monte chez un libraire, il faut voir le nombre de livres, de références qu'il y a. Donc, pourquoi on fait un livre ou pas un autre? Et je pense que c'est ça, c'est comme tu dis, que ça reste, ou en tout cas que ça ait marqué quelque chose en toi. Ça résonne, exactement. Comme ça comme on veut. Mais Et donc après, j'interroge le pourquoi c'est resté, et j'essaye de me dire, est-ce que c'est propre à moi ou est-ce que ça peut toucher d'autres personnes? Voilà, donc c'est en plusieurs temps, on va dire. Oui, tu as quelque part une part très personnelle, très émotionnelle, et ensuite que tu rationalises un peu aussi en te demandant exactement pourquoi et qui d'autre ça peut aller toucher et comment. Exactement. C'est hyper intéressant. Donc finalement, à chaque fois, je l'ai souvent un peu avec certaines situations, je me dis, c'est quoi la dominante universelle? Mais je crois qu'en fait, c'est ça le mot-là. La dominante universelle, ok. Pour toucher le plus grand nombre aussi. Généralement, on trouve des réponses. Non, mais à chaque fois, même, on trouve des réponses. Il y a toujours quelque chose qui ressort. C'est une question qu'on peut se poser quand on écrit. C'est un vrai conseil. C'est un vrai conseil, quoi qu'il advienne. Écrire une histoire, certes, mais une histoire pourquoi? Et même si on ne l'intellectualise pas de base, c'est pas un conseil je pense de l'avoir. C'est pas une question à avoir dans l'exercice d'écriture. Je pense que l'exercice d'écriture doit être une fonction, comme toute fonction artistique, quelque chose de très libre, sans carcan, et on le pose, et ensuite on y réfléchit, on théorise. Mais à la phase de théorisation, quand on se dit, ok, j'ai mon histoire, et c'est quoi le message? Parce qu'en fait, même quand on va se raconter des histoires, pas celles des livres, mais une histoire de tous les jours, il y a forcément un sens derrière, un sens qu'on va partager, un apprentissage, quel qu'il soit. On va se demander dans le fond pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre, ça, qui est une question de fond, mais c'est vrai qu'elle arrive souvent a posteriori, transition subtile. Ça fait partie du travail que tu fais avec tes auteurs, typiquement, de réfléchir à ça avec eux et
d'échanger sur ce sujet C'est pas dans un premier temps, encore une fois. Je préfère vraiment que cette fameuse créativité s'exprime de manière très libre. Mais on va arriver à un moment donné, quand on se décide de faire cette aventure et ce chemin en commun jusqu'à l'édition physique du livre, on rentre dans tout un système qui est vraiment notre plus-value, je pense, d'éditeur plus traditionnel aujourd'hui. C'est une grosse machine, c'est énormément d'intervenants, c'est vraiment le travail de plein d'équipes. Et je trouve que c'est... il y a, dans l'édition, je ne sais pas s'il y a d'autres fonctions où on parle de ça, mais nous, on parle toujours de la chaîne du livre. Et j'ai toujours vu ces petits maillons, et c'est vraiment ça. C'est une spécificité qui est extrêmement intéressante, parce qu'on est tous liés. Mais qui dit tous liés, dit tout plein de petits maillons, et il faut quand même tous intervenir les uns avec les autres. Mais en tout cas, je crois que c'est une vraie plus-value. Et juste, je finis. Et donc, résultat, quand je leur demande cette question universelle, généralement, c'est parce qu'on va arriver sur les présentations commerciales. Et nous, quand on va le présenter et aux commerciaux, on sait pourquoi on le fait, parce qu'on y croit. Et malheureusement, quand on arrive, moi, quand j'arrive devant mes équipes de vente, je ne peux pas leur dire c'est parce que ce livre est bien écrit qu'il est génial. Parce que tous les éditeurs peuvent dire la même chose. Je crois qu'un critère de base, je pense que c'est parce qu'on croit vraiment qu'à chaque fois qu'on fait un livre, c'est bien écrit que c'est génial. Et donc, résultat, ce message universel fait que ça peut démarquer une intention d'une autre. Voilà, pas en termes de hiérarchisation, pas c'est mieux, c'est moins bien. C'est juste, voilà pourquoi on a fait ce livre et pourquoi il existe, parce qu'il y avait cette volonté de passer ce message-là ou de traiter cette thématique en tout cas. Donc, c'est plus dans l'idée de vraiment faire que chaque ouvrage soit une intention spécifique. Il soit comme ça identifié de façon spécifique. Parce que toi, ton métier, ça n'est pas seulement de trouver les textes et de travailler les textes avec les auteurs. Il y a aussi une suite. Et tous ces petits maillons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les maillons alors, les maillons. Alors, effectivement, premier maillon, je repère. Après, le travail avec l'auteur. On a une partie que je n'ai pas du tout, qui est plutôt la partie juridique. Mais on est obligé, voilà, parce que faut encadrer un contrat. Et ensuite, on va avoir la production, c'est-à-dire qu'une fois que moi, on est d'accord avec l'auteur, après de multiples versions, donc V1, V2, V3, V4, tiens, la V4, elle est bien, on s'arrête là. C'est celle-ci. On l'envoie donc en plus en production littéraire, c'est-à-dire qu'on va l'envoyer entre les mains d'une première correctrice, qui est très appréciable parce qu'au-delà de elle corrige des fautes, c'est un métier de base de corriger des fautes, c'est vraiment très spécifique comme travail et comme tâche, et c'est vraiment voilà, c'est très méticuleux et voilà, je salue tous les correcteurs, sans eux je ne serais rien. Et donc après ce premier passage, on en reparle avec l'auteur, ensuite ça passe entre les mains d'un second correcteur ou d'une seconde correctrice, ensuite on va mettre en page le texte. Et on va donc s'assurer aussi que cette mise en page correspond à ce qu'on veut. On fait une dernière étape de lecture dessus. Et ensuite, il va pouvoir être en BAT, point à tirer, chez l'imprimeur. En parallèle, on a la couverture à faire. Donc moi, je travaille en étroite collaboration avec ma graphiste voilà, qui fait partie. Alors, chez Instant Suspendu, c'est une vraie famille. Je ne sais pas si on aura le temps de le dire, mais c'est ma petite cerise sur le gâteau, je ne pensais pas. Mais en fait, tout le monde s'entend extrêmement bien. On est tous en relation. Les auteurs se parlent au-delà de moi et je trouve que c'est génial parce que, pareil, je peux oublier de dire quelque chose à l'un. Et en fait, non, ils vont se le dire et c'est super. Et on partage et comme ça, on essaye aussi de grandir tous ensemble. Moi, je pense qu'un travail de groupe, c'est toujours... on a toujours plus de force que seul. Donc on s'entend tous bien, donc c'est génial. Et donc c'est notre graphiste Camille Gautron qui nous fait toujours ces formidables couvertures et voilà, qui fait partie de... Alors celle-ci, elle n'est pas... Voilà, c'est plus celle si tu veux qu'on les montre. Ça c'est pas ça, regarde. Non, bah non, c'est un sens pour lui. Ça marche là? On les voit? Et voilà. Oh là là, j'ai fait du bruit sur la table. Désolée. Ouais, pardon. Oh là là là, pardon. Voilà, oh là là, c'est beau. Donc on a de la couleur. On a donc ce travail de couverture à faire, le travail de la quatrième de couverture, qui est aussi un exercice qui n'est pas facile, parce que autant écrire au long cours, on peut après couper dedans, autant la quatrième c'est déjà un exercice très court.
condensé, mais c'est intéressant. Et un peu en amont, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais on va faire aussi des arguments commerciaux où moi après je vais défendre chacun de mes auteurs auprès des directeurs de vente, puis ensuite auprès des représentants qui vont aller sur le terrain. Et donc il va falloir leur donner le plus d'arguments possible, ou en tout cas des petites clés pour pouvoir le transcrire encore voilà, ce message auprès des libraires et des points de vente. Et puis ça ne s'arrête pas là, toi tu accompagnes beaucoup tes auteurs ensuite, tu les accompagnes parfois en salon j'imagine. Alors ouais. Et puis dans on parlait tout à l'heure de construction de l'auteur, mais une fois qu'ils ont sorti leur premier livre, il y a la suite. Un autre. Il y a toujours une idée. Donc effectivement après moi j'accompagne les premières idées et c'est chouette aussi d'être à cette étape du petit embryon qui va prendre vie, qui va venir se construire. Donc je suis là aussi. Alors sur les salons, c'est plus difficile en termes de logistique. Les salons, c'est souvent le week-end, donc il y en a beaucoup. Et ils vont un peu partout aussi. Je ne peux pas aller partout. J'aimerais. T'as pas la... Hop, comme ça en claquant des doigts, on se démultiplie. Et non. Mais en tout cas, je suis toujours là s'il y a moins de soucis. Sur les salons, je suis moins de soucis s'il y a d'autres choses. Voilà, je suis toujours là. Je me tourne 2 minutes vers notre maître du temps pour savoir si on peut continuer un peu, si on prend des questions, on peut continuer un peu. Eh bien super. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton nouveau label New Rules, parce que tu te lances là dans la nouveauté, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, t'as même pas parlé de Vincent Oh là là, il va parler de Vincent là. Attends, on fait un saut dans le temps là. On parle de Vincent, alors, hop. Donc après, comme je disais du feel good, j'étais trop joyeuse. C'était indécent. Donc le pas de côté, c'est Vincent. Alors, c'est ça. Pardon Vincent, Et il y avait Naël aussi en Cosy Mystery, qui est le feel good du polar, un peu le Cosy Mystery, on adore. Et voilà. Et donc, comme j'en ai jamais assez, tu t'es pas limité à instant suspendu. C'est ça. Après, comme je continue à mon petit travail de recherche un peu, je suis un peu. Je me dis que mon écart français est un peu grand, tu vois. Comme ça, je farfouine. Et alors, effectivement, il y avait toute une veine de Cosy Mystery, et dans l'ADN de l'archipel, on a des très beaux noms et des très beaux textes, enfin très bons de polar et de thriller. C'est vraiment une partie assez forte de la maison. Et oh mon dieu, je suis agressée par exemple. Et donc, résultat, je suis tombée sur le premier livre de la saga Biguglietti Enquête, et j'ai énormément ri. Je me suis dit, ça vaut le coup de développer une série, parce qu'on n'en avait pas. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant en tant qu'éditeur populaire, pas tant, mais en tout cas ouvert et généraliste, d'avoir vraiment tous les segments représentés pour avoir un lectorat plus large. Et je suis tombée également sur le cas Victor Sommer. Vincent, qui est le prix des étoiles 2020. Oui, mais du coup, très gros coup de cœur. Et c'est vrai que naturellement, je me souviens plus pourquoi on t'a envoyé ce texte. Alors, parce qu'il est génial, c'est sûr. Oui. Mais t'étais pas l'éditrice hyper naturelle. Non, c'est pas l'évidence. Mais alors, en fait, avant qu'il ait ce prix des étoiles, je voyais cette couverture qui n'était pas du tout celle-ci, qui était une tasse dans un univers un peu rétro, complètement, voilà. Et je sais pas, tout me plaisait, qu'il y a Victor Sommer, je dis voilà. Et à chaque fois je cliquais dessus, et à chaque fois je me disais non, c'est pas pour moi. Et bon, et puis à un moment donné, quand l'instant suspendu était lancé, donc résultat qui dit lancement, j'avais un peu plus de temps, donc je sais pas pourquoi je fais ça, je prends ce temps et je refais autre chose avec. Et je me suis dit tiens, si je faisais de la littérature un peu outre, en fait, justement, ce fameux pas de côté. Et c'est comme ça qu'après, dans un même temps, Vincent a reporté le prix des étoiles, et que j'ai lancé des choses un peu plus dans la veine du roman psychologique, et que j'ai accompagné Vincent également. Voilà. Et donc là, on peut parler de New Rules. Et là, on peut parler donc du nouveau projet. Donc on a Instant suspendu, on a du Cosy Mystery, on a de la littérature générale plus psychologique. Et maintenant, New Rules, ton nouveau projet. Exactement, qui sort aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu. Non, mais oui, c'est ça, le premier livre sort. C'est pour ça que c'est un peu d'émotion, en fait. Je sais pas trop, tout le monde me dit. Donc, c'est toujours un peu la pression quand ça sort, c'est pareil. Hein,
une intention qu'on a trouvée. Il a fallu trouver aussi le nom, il a fallu savoir pourquoi on le faisait, en tout cas moi comment je le faisais, comment j'investissais cette nouvelle page blanche. Donc encore une fois, extrêmement chanceuse de pouvoir avoir cet espace. Et donc New Rules, donc les nouvelles règles, voilà. C'était pour ouvrir un segment pour un plus jeune lectorat qui n'existait pas chez l'Archipel, donc un lectorat de 18-25 ans. Et les nouvelles règles, pourquoi? Parce que je pense que quand on a cet âge, c'est aussi de faire un petit retour en arrière sur moi-même, je pense que on a les règles, mais on aime bien se dire qu'on peut encore les briser pour certaines. Et ce que j'avais observé là en ce moment sur la jeune littérature, c'est qu'on était aux confins un peu des genres. Donc effectivement, on a cette prédominance de la romance, mais qui est mixée avec des univers plus thriller et plus difficiles, ou avec de la fantaisie, ou avec de l'imaginaire. Et je me suis dit, j'ai envie juste de trouver des nouveaux auteurs, donc effectivement beaucoup plus jeunes que... Les auteurs aussi sont plus jeunes. Les auteurs sont plus jeunes, ouais. Enfin, quoique Vincent est très jeune. Vincent est très jeune, oui. Je raconte un peu. Mais là, bon, ça serait un peu plus la dominance. Et d'être ouvert et curieux à toutes ces nouvelles tendances et à ce que disent les plus jeunes. Et encore une fois, je ne suis pas la lectrice de base et je me suis régalée. Non, mais je me régale à chaque fois. Hein. C'est vraiment... je découvre des nouvelles choses et de savoir aussi, parce qu'il y a quand même cette travail de théorisation qui m'intéresse, de savoir pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça, qu'est-ce qui plaît. Et je passe toujours des très bons moments, voilà. Donc New Rules sort aujourd'hui avec un texte qui s'appelle Los Intocables, et voilà, sur les cartels mexicains. Okay. Ouais, ambiance un peu dure, mais vraiment très intéressant. Donc on va voir ce que ça donne. Super. Et alors, petite question un peu classique, mais qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, c'est mes auteurs. Parce que même quand je suis... Non mais c'est bateau aussi comme réponse. Non, ça va. Ouais. Au-delà de la lecture, je répondrais ce que j'aime le moins, c'est les auteurs. Ah ouais. En fait, en ces derniers temps, donc j'ai beaucoup de livres et puis en plus d'autres choses à côté. Bon, bref, d'autres auteurs, des nouveaux... parce que quand on croise la route de quelqu'un, on se dit ce serait trop dommage, j'ai trop envie de faire le projet avec toi. Donc, bref. Donc tout s'accumule un petit peu et ces derniers temps, c'est un peu l'accumulation et des fois mon téléphone ressonne alors que j'ai pas eu le temps de lire 2 lignes. Ah, le prochain ah non, j'ai dit tu m'en es. Puis c'est un auteur, je dis ah non, je peux lui dire ça, je les aime trop. Et voilà, je les aime tous, vraiment. Je vous aime tous, mes auteurs, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Je pense que tu l'as un peu dit tout à l'heure. J'ai un peu dit. Ouais, tu as lancé une piste tout à l'heure. Ah ouais. Je sais pas ce que j'aime le moins. Je crois qu'il n'y a pas de j'aime le moins. Je crois que j'aime tout dans mon métier parce que je suis obligée. J'ai cru entendre que l'administratif, l'administratif, c'est pas trop mon truc. Mais effectivement, je crois que j'ai quand même un petit élément de réponse. C'est pas tant que j'aime le moins, mais plus maintenant avec beaucoup de projets à gérer. Je crois que c'est plus sur la partie production et je leur ai tous dit d'ailleurs à mes auteurs, je dis voilà, moi à partir du moment où en fait on a fait notre version, on est contents tous les deux. Tout ce qui est suivi de correction, etc., je n'ai pas tant de plus-value que ça, pourrait être quelqu'un d'autre. Donc ça serait plus cette partie-là où c'est pas que j'aime le moins, mais je pense que ce qui m'intéresse, c'est d'être en création, en me posant des questions de stratégie, de marketing, de couverture, d'accompagnement d'auteurs, vers où les accompagner. Est-ce que c'est pas le moment de basculer? Voilà, il y en a une, on en parlera l'an prochain. Je pense qu'il y aura un basculement, peut-être une sortie d'instant suspendu, mais pour d'autres choses, parce que d'autres... Mais parce qu'en fait, je pense elle ne l'a pas formalisé, mais je l'ai senti, je me suis dit, j'ai besoin de lui ouvrir d'autres univers et d'autres perspectives, voilà, donc je préfère largement être à ce moment-là dans mon métier. Je trouve que c'est là où notre relation est la plus intéressante et où je peux leur donner quelque chose surtout, et sur le travail bien entendu des différentes versions du manuscrit avant sa validation. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup, le travail sur le texte. Tu es très interventionniste ou pas sur les textes? Alors ça dépend des textes. Ok. Interventionniste... Dans un bon sens. Oui, bien sûr. Je vais pas aller reprendre chaque phrase
et dire non, il faut que ça soit écrit comme ça. Je vais être vraiment plus sur la question du sens, sur l'incarnation de l'histoire et des personnages. Enfin, je vais dire, oh, non, il ne peut pas dire ça, ton personnage. Voilà, c'est pas cohérent avec qui il est. Exactement, donc sur la partie plus psychologique et comment en fait on arrive à créer un univers ultra crédible. Et il y a une petite chose sur laquelle je suis intraitable, je les traumatise tous, c'est la chronologie. Si à un moment donné, moi, la chronologie, en tant que lectrice ou spectatrice, il y a une erreur, ça m'intéresse plus. Tu veux dire on me ment dans ce livre. C'est l'incohérence, c'est un moment, un truc pas logique. Exactement. Exactement. Je refais toute la chronologie des personnages de tous les livres. Ouais. Non, ça, c'est mon cas professionnel. Hyper intéressant. Écoute, on va arriver. Ouais, je vais laisser encore un peu de temps pour des questions. Je pose juste une dernière question quand même. Comment est-ce que tu vois l'avenir pour toi, l'archipel, instant suspendu, New Rules? L'avenir. Où est ta boule de cristal? On n'avait pas dit qu'on la sortirait ou un jeu de cartes, non, un tarot comme ça. Alors pour le moment, instant suspendu, moi c'est une collection de feel-good très optimiste, donc je suis extrêmement optimiste, voilà, et c'est ce qu'on porte tous. Je crois qu'il y a une grande sincérité de la part de tous les gens qui font cette collection où voilà, on est ces histoires aussi, voilà, on est ces héros, on a ces valeurs et on essaie de les porter. Je crois qu'aujourd'hui, le feel-good et le roman contemporain plus général a encore de belles heures devant lui. Voilà, on ne peut pas développer là, mais ce que je te disais, on a ouvert un colloque sur le feel-good à la Sorbonne en juin. Et des chercheurs théorisent ce genre. Il y a beaucoup de choses à faire parce que je pense que beaucoup de gens y mettent trop de choses derrière, alors que c'est quelque chose qui est définissable en fait. C'est un sous-genre qu'on peut vraiment cadrer. Et voilà, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses. Tu me racontais là-dessus, et je trouve ça super que tu t'adressais parfois à des gens qui ont une méfiance vis-à-vis de ce genre. Et qu'en parlant, en échangeant, on pouvait complètement transformer leur vision. Exactement, et qu'il y a énormément d'idées reçues qui sont désamorçables et qui sont transformables justement en positif. Donc j'espère qu'avec le temps, on arrivera à redorer un petit peu toutes ces jolies histoires. Pour New Rules, c'est aujourd'hui le début, donc on souhaite plus le meilleur. Exactement, on lui souhaite d'aller loin. Après l'avenir, c'est aussi moi qui le définis en étant toujours un peu curieuse, justement, on en parlait tout à l'heure, et d'être toujours attentive à comment on peut aussi changer les choses, les accompagner dans les mouvements des attentes des lecteurs. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est que c'est lancé et on attend et c'est fini. Je crois qu'il faut toujours être attentif pour que ça soit toujours cohérent. Donc c'est du travail encore. Bon, merci beaucoup Virginie. On va regarder si on a un peu des questions. On en a. Alors ça tu as un peu répondu, mais on va reposer la question, faire une réponse rapide peut-être. Lisez-vous tous les manuscrits que vous recevez? Sinon, comment faire en sorte d'attirer votre attention pour être lu? Alors malheureusement, je ne peux pas lire tous les manuscrits que je reçois. C'est impossible, je pense qu'aucun éditeur ne le fait. Il y a beaucoup d'éditeurs qui passent en service de manuscrits. Alors le service de manuscrits, c'est des gens extérieurs, donc des premiers lecteurs qui font des fiches, ensuite qui repassent à une autre organisation qui refait des fiches, et en fait de fiche en fiche, ça remonte. Nous, on est une maison d'édition où on n'est pas nombreux, voilà, donc on fait beaucoup de choses et on les fait nous-mêmes. Et moi, j'ai envie de découvrir les gens, donc voilà, c'est des choix. Je ne peux pas tout dire, malheureusement. Comment on fait pour attirer mon attention? Ça, c'est un conseil que j'ai donné déjà depuis. Enfin, voilà, c'est pas novateur, c'est pas innovant, mais ça fait 10 à 15 ans que je le dis quand même. Malheureusement, l'auteur doit prendre une petite casquette marketing et d'être le plus impactant dans son pitch de présentation. Il faut que ça soit clair, il faut que justement, finalement, retirer ce... Et pourquoi vous allez lire mon livre? C'est pas... c'est l'histoire d'un tel, et puis il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça. C'est ok, son destin c'est ça, le point A, le point B, et dans tout ça, c'est ça que j'ai voulu dire. Voilà, peut-être être
de C'est se on démarquer. revient à cette question Un petit de peu. l'intention, du Exactement. message universel. Ok. Donc ça, je pense que c'est important. Un manuscrit, 2-3 lignes sur qui vous êtes, et voilà. Je pense que c'est donner surtout les bonnes informations. Ça me paraît très clair. Dans certains genres, la plupart des livres sont des traductions de best-sellers étrangers. N'y a-t-il pas d'auteurs capables de produire ces genres en France? Moi, je pense qu'on publie de plus en plus d'auteurs français, justement. Alors, moi, chez Instant Suspendu, ce qui avait été prédéfini au début, c'était 60% français, 40% étrangers. Ok. Et en fait, moi, j'ai décidé de passer en tout français au bout d'un an et demi. Parce C'est un que... autre métier, hein, la littérature étrangère. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai toujours fait du domaine français. Et je suis vraiment une éditrice de domaine français parce que justement, peut-être, j'aime un peu trop mettre mon nez partout. Donc, je suis très interventionniste. Quand j'ai un texte en anglais, je suis oh, j'aimerais bien changer ça. Je suis non, j'ai pas le temps, ça devient compliqué. Je suis un peu frustrée. Mais je suis totalement d'accord. Je pense que on est complètement capable de produire ces best-sellers et sur une histoire qui n'est pas si ancienne que ça. On était le modèle des Américains, hein, remettons-nous dans les années du début du XXe siècle, et c'était un peu les auteurs français qui étaient les modèles. Donc pourquoi pas le redevenir, et on travaille tous pour, voilà. Bien sûr, ouais. Et puis je trouve qu'on a de très belles réussites dans le domaine français en fiction. Alors, comment est-ce que tu gères les divergences de point de vue entre un auteur et toi, par exemple, sur des corrections, sur des changements? Si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Tu imposes ton point de vue, j'imagine bien. Comme ça, j'arrive. Je vais pas taper sur la table parce qu'on m'a interdit de toucher cette table, et je jure là. Tu sais, non, on fait pas ça. À la base, il y a quand même une toute petite dimension aussi qui est importante pour moi, mais c'est vraiment que pour moi. Donc, quand j'ai mon premier rapport de téléphonique avec l'auteur, je sens si on s'entend bien ou pas, et il faut que ça soit réciproque. C'est-à-dire que avant de signer le contrat. Ouais. Et il faut que ça soit des deux côtés, il faut qu'il y ait une communication très fluide, et on le sent, hein, c'est très instinctif aussi. Et je leur dis aussi, si ça s'est mal passé, venez pas, parce que pendant minimum 9 mois, on va devoir se parler, et on va devoir se parler effectivement sur des sujets où peut-être on ne sera pas d'accord. Je touche du bois, comme ça je l'effleure, il n'y a pas de souci en fait, on arrive toujours à trouver des solutions. Et parce qu'on est dans le débat et on est dans l'écoute, et je n'impose pas ma vision des choses. Je dis juste, je préconise. Et si je ne suis pas d'accord avec l'auteur, j'essaie de repréconiser autre chose, ou en tout cas de toujours une voie sur laquelle on va se rejoindre. Et je pense ne pas mentir, on a toujours trouvé. Pas trouvé d'autres. Et que ce soit pour la couverture aussi, ou voilà, on est vraiment toujours main dans la main. Et je te rejoins parfaitement sur l'entente avec son éditeur. C'est primordial. C'est crucial, il n'y a pas que le texte. C'est comme je disais au début, c'est un métier d'humain. Donc il faut avoir le feeling aussi personnel. Alors, une question que j'aime bien. Moi, je parie que c'est Vincent qui l'a posée. Non, je sais pas. Quels sont tes personnages préférés parmi tous les personnages de tous les romans publiés à l'Archipel? Mais c'est bien parce qu'on ne demande pas tes auteurs préférés, on demande tes personnages préférés. Et c'est mieux. Mais je suis incapable de choisir. Non, je suis incapable de choisir. Il y en a trop. Est-ce qu'il y en a un qui vient comme ça? Non, tous. En plus, là, je les ai tous devant les yeux. Donc, non, il y en a aucun. Et en fait, non, mais c'est comme dire... moi, je suis incapable de dire c'est qui ton copain préféré. Non, je les aime tous pour... Non, mais vos amis, vous les aimez tous pour différentes raisons. Moi, je les aime tous pour différentes raisons. Et donc, il y aurait peut-être un préféré, mais par toutes les 10 minutes, selon à quoi je pense. Selon le moment. Alors, je détourne cette question pour te demander, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué, là, dans ces dernières années, justement, à construire cette collection, à publier ces auteurs? Est-ce qu'il y a un moment que tu gardes en tête? Alors là, il n'y a pas grand-chose qui vient. Il y en a plusieurs, encore une fois. Non, mais c'est ça, c'est que c'est quand même un métier extrêmement riche. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme moment En fait, il y en a tellement. Enfin, tu vois, il y en a un moment. Mais pas tant, parce qu'en plus, il a fallu mener les 6 livres de première année d'un coup. Donc, il y avait même. Voilà, il y avait un premier qui allait être édité, mais non, alors. Moi, j'aime quand même
il y a toujours un moment quand même dans mon métier où je recentre et je ne réponds pas vraiment à la question, mais voilà. Les auteurs souvent me disent, je me rappelle du premier coup de fil, le premier coup de fil. Moi je me rappelle pas parce qu'en plus je les vous vois et j'aime pas trop vous voyez les gens, de toute façon que je prends 10 ans, mais vous voyez aussi pour le coup. Et pour moi il est plus un premier échange, mais c'est tellement plus intéressant ce qu'on construit derrière que finalement ça prend un peu de temps. Alors qu'eux ils sont à ce moment-là dans une émotion voilà, très très forte. Souvent c'est eux leur premier moment. Moi le moment c'est quand même... J'ai quand même une émotion et une... comment dire, pas une crainte, mais quand je reçois le livre qui est fabriqué, qu'il arrive au bureau, je suis toujours comme une enfant. Ça me fait toujours quelque chose et en plus j'ai toujours peur. Au début je ne veux pas le regarder, je me dis il va y avoir une erreur, je fais quelque chose. En fait non, encore une fois, ça n'arrive pas. Et au-delà de ce moment-là, j'aime quand les auteurs ils le découvrent eux pour la première fois. Ouais, voilà, je crois que c'est le sens de mon métier et ce que je leur dis souvent, je dis c'est pas moi qui dois être contente, c'est vous. Quand vous le recevez dans vos mains, vous disiez on est allé au max de ce qu'on pouvait faire. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait que ça soit. Voilà. Génial. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Si on a d'autres questions qui arrivent, et ça me plaît beaucoup pour finir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai trouvé ça génial. Elle est géniale. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez lui envoyer un manuscrit. Et si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous avez écrit un livre, pensez à New Road. Et pour les lire aussi, puisqu'on a cette nouveauté qui est sortie. N'hésitez pas à aller découvrir aussi tous ces super auteurs. Et j'ai des petites annonces à faire. Donc, le prochain live, qui sera le dernier des lives des 10 ans, parce qu'après... peut-être d'autres choses, ce sera le 12 mars et je peux vous annoncer en avant-première que ce sera un live de 100% Librairie Nova avec Laure et moi, et peut-être que cette fois je répondrai aussi à des questions au lieu de les poser. Et on a un atelier d'écriture avec Laure Manel le 13 avril. Vous pouvez encore vous préinscrire pour recevoir le mail quand les inscriptions ouvriront. Tous les ateliers d'écriture qu'on a fait ces derniers temps ont été vraiment géniaux. Donc si vous avez envie d'écrire, je ne peux que vous inciter à vous inscrire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci, bonne soirée.